Dipôle RL. Un dipôle RL est constitué de l'association en série d'un résistor de résistance R et d'une bobine d'inductance L. Alors, avant de commencer la leçon, on va d'abord rappeler ce que c'est une bobine. On a déjà rencontré la bobine en classe de première, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé du champ magnétique. Parmi les origines des champs magnétiques, c'est des aimants ou des bobines lorsqu'ils sont parcourus par un courant électrique. Bon, bref, une bobine, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, elle est constituée d'un enroulement de fils conducteurs autour d'un cylindre d'épaisseur faible. Et cet enroulement permet d'obtenir un certain nombre de spires N étalés sur une longueur L. Bon, bien sûr, le fil doit être vernisé ou couvert d'une matière plastique isolante. Bon, alors une bobine, il peut être soit tout simplement inductif, c'est-à-dire ne possédant pas de résistance. Dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'une bobine pure, donc il est caractérisé par son coefficient d'auto-induction, ou ce qu'on appelle le self-induction, ou tout simplement son inductance. Sinon, dans le cas réel, d'ailleurs c'est le cas qu'on rencontre, il est caractérisé par son inductance et par sa résistance interne. On parle de bobine résistive. En effet, le fil utilisé pour obtenir ce nombre de spires, bien, normalement c'est un fil très lent, donc automatiquement il introduit une petite résistance de la bobine. Bon, alors remarquons que si la longueur sur laquelle est étalée ces spires est négligeable devant le rayon du cylindre sur lequel on enroule, bien on parle de ce qu'on appelle bobine plate. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le nombre de spires étalés sur une longueur très grande devant le rayon du cylindre, eh bien, dans ce cas, on parle de solénoïde. Et pour le cas de solénoïde, il y a une formule qui permet de calculer son inductance en utilisant donc les caractéristiques du solénoïde, c'est-à-dire le nombre de spires, la longueur, la surface de chaque spire. Donc L est égal, elle est proportionnelle au carré du nombre de spires, inversement proportionnel à L, directement proportionnel à la surface, et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la permittivité c'est la perméabilité du milieu. Bon, alors, pour le comportement d'une bobine, lorsqu'une bobine est engagée dans un circuit électrique, on peut se poser la question, comment elle va se comporter? Comme ce qu'on a fait pour le condensateur. Alors, pour répondre à ce genre de questions, on va bien sûr faire des expériences. Une première expérience très simple, on va engager notre bobine dans un circuit. Alors, on réalise ici deux branches qui contiennent chacune une lampe. Les deux lampes sont exactement identiques. Dans la première branche où il y a L1, il y a un résistor de résistance R réglable. L'autre branche, là où il y a L2, la bobine elle a une résistance R qui est fixe. Alors pour que les deux branches soient presque les mêmes, on va régler la résistance du résistor sur la valeur grand R égale petit r. Comme ça, les deux branches seront pratiquement les mêmes. Un générateur va alimenter ce circuit. Lorsqu'on ferme le circuit, c'est-à-dire lorsqu'on ferme K, il y a un courant qui passe. Alors cette opération de fermeture, elle va nous permettre donc d'établir un courant dans ce circuit. Alors on parle d'établissement d'un courant électrique dans le circuit. Donc lorsqu'on ferme K, on parle d'établissement d'un courant électrique. Comme le cas pour le condensateur, on a parlé de charge d'un condensateur. Alors dans ce cas, le courant électrique va passer de la valeur 0, il n'y avait pas de courant avant, il va passer de la valeur 0 à la valeur constante I. Établissement d'un courant électrique dans un circuit de bobine. Mais qu'est-ce qu'on constate? L'expérience montre que la lampe L1, qui est en série avec le résistor, s'allume avant la lampe L2. Alors que la lampe L2 n'atteint l'état d'éclairage de L1 qu'après un bref instant, bien sûr, il n'y a pas une demi-heure mais après un retard. Alors on dira que L1 s'allume avant L2.
On ouvre le circuit, eh bien, on constate que, à nouveau, L1, il s'éteint avant L2. Autrement dit, pendant la fermeture ou l'ouverture, toujours L1 se manifeste avant de L2. Il s'allume avant L2, elle s'éteint avant L2. En ouvrant le circuit, alors on va parler, au contraire d'établissement du courant, on va parler de coupure ou de rupture du courant électrique. Dans ce cas, le courant il passe de I est égal grand I à la valeur 0. Alors dans ce cas, L1 s'éteint avant L2. Pourquoi? Eh bien, il faut chercher donc la cause. C'est-à-dire, il faut chercher le lien entre la tension au bord de la bobine et la variation du courant. Bon, variation du courant, fermeture, il y a variation positive, le courant était nul, il devient constant. Ouverture, variation négative, c'est-à-dire il y avait un courant et il s'annule. Donc cette variation brusque du courant électrique dans un circuit qui contient une bobine, eh bien, ça entraîne un phénomène qu'on veut justement chercher quel est le lien entre ces deux grandeurs. Autrement dit, on va chercher quelle est l'influence de la bobine sur l'établissement et la rupture d'un courant électrique. Autrement dit, quelle relation existe-t-il entre la tension au bord de la bobine et l'intensité du courant qui la traverse? Autrement dit, quelle est la grandeur physique qui caractérise la bobine? Bon, préalablement, on a dit qu'elle est caractérisée par L et R. Alors, on va justement justifier ceci par un certain nombre d'expériences. Donc, on va alimenter notre bobine d'abord en courant continu et chercher le comportement. Ensuite, l'alimenter en courant variable et chercher son comportement. Dans le cas du comportement en courant continu, on engage la bobine dans un circuit simple qui contient un générateur de tension variable, réglable, qu'on peut régler, interrupteur, une résistance de protection et ampèremètre qui va permettre de mesurer l'intensité, voltmètre qui mesure la tension. On fait varier la tension délivrée par le générateur de la valeur 0 jusqu'à une valeur précise, donc on va prendre un certain nombre de mesures, un petit tableau de mesures qu'on peut traduire en courbe. Souvent, le physicien il préfère traduire en courbe les valeurs numériques obtenues dans une expérience. Alors, en traçant la variation de U en fonction de I, ou l'inverse, I en fonction de I, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs caractéristique d'un dipôle, le dipôle ici c'est la bobine, on constate que UL et I varient linéairement. Ça nous rappelle la caractéristique d'un conducteur ohmique qu'on a vu en tronc commun. C'est-à-dire que UL est proportionnel à I, et le coefficient de proportionnalité n'est autre que la résistance, parce que l'unité c'est volt par ampère. Conclusion, en courant continu, qu'est-ce qu'elle fait une bobine? Une bobine se comporte tout simplement comme un conducteur ohmique. Donc il obéit à la loi d'Ohm, UL égale RI. Maintenant, si on veut chercher le comportement en courant variable, eh bien, on va utiliser un générateur de courant variable, c'est-à-dire un GBF. Souvent, on utilise un GBF. Le GBF, il est réglé sur la tension en dents de scie ou triangulaire. Le circuit il contient, outre le générateur, la bobine branchée en série avec le résistor. Et pour pouvoir visualiser les deux tensions, on utilise un oscilloscope cathodique, de telle sorte qu'on place la masse entre les deux. Alors remarquez, l'emplacement de la masse entre les deux dipôles, eh bien, ça entraîne automatiquement, quel que soit le sens d'orientation, vous aurez, si l'un des dipôles est en convention récepteur, obligé l'autre et sera en convention générateur. Donc vous avez le libre choix, c'est-à-dire ou bien vous placez la bobine en convention générateur et le résisteur en convention récepteur, ou l'inverse. Alors de préférence, on préfère que le résisteur est en convention générateur, la bobine est en convention récepteur. Alors dans ce cas, la flèche il va mesurer moins UR, qui est égal à RI. Alors, avec un réglage des deux sensibilités aux entrées 1 et 2 et au réglage de la sensibilité horizontale, c'est-à-dire la vitesse de balayage, on va obtenir un oscillogramme
qui est constitué par deux courbes, une triangulaire ou en dents de scie et une courbe rectangulaire. Alors j'ai respecté ici les couleurs. Le rouge, c'est la tension au bord de la bobine. Alors on obtient une tension qui est rectangulaire. Le vert, c'est la tension au bord du résistor. C'est le signal en dents de scie qui ressemble au signal délivré par le générateur. Oui. Alors donc, cette courbe triangulaire, elle représente aussi bien la tension au bord du résistor et le courant. C'est-à-dire, si vous divisez cette tension par R, vous trouvez le courant. Et bien sûr, le courant, il varie linéairement sur une demi-période de façon périodique. Sur une demi-période, c'est une droite, le coefficient directeur positif. Sur l'autre moitié, c'est une droite de même coefficient directeur, si c'est triangulaire. Le coefficient directeur qui est négatif. Et ceci de façon périodique. De la même façon, la tension au bord de la bobine, elle est périodique. Bon, bien sûr, les deux courbes, on peut les superposer de telle sorte qu'ils aient le même axe des temps. Il suffit de faire monter la courbe rouge ou descendre la courbe verte par le bouton de déplacement vertical. C'est ce qu'on obtient ici, étalé sur une période. Bien, on constate que les deux courbes, la verte et la rouge, sont deux courbes alternatives, donc périodiques, de période T. On va faire une étude sur demi-période. Ce qui est dit sur demi-période, il est valable pour les autres. Alors, étudions les deux courbes sur une demi-période 0T2. Donc, sur 0T2, on peut chercher l'équation mathématique de la tension verte, c'est-à-dire de UR en fonction du temps. Et une fois on la trouve, on la divise par R pour trouver l'expression mathématique du courant. Eh bien, on constate que c'est une droite. I égale AT plus B, c'est l'équation mathématique du courant qui traverse le circuit pendant 0T2. Et par la suite, on peut calculer le coefficient directeur. C'est la variation delta I sur delta T. Delta I, c'est de là à là, c'est-à-dire, on fait si on trace ce triangle, c'est la tangente de ce triangle, c'est le côté opposé sur l'adjacent. L'adjacent, c'est delta T. Bon, et la valeur de UL, c'est ça. C'est la tension qui est constante. On peut la lire et en respectant la sensibilité verticale, l'entrée 2. Alors par la suite, après avoir obtenu deux valeurs, si on fait le rapport UL sur delta I sur delta T, c'est-à-dire UL sur A, bien on trouve un coefficient K qui, lorsqu'on le compare avec L, eh bien on trouve qu'il est égal à L. On trouve donc K, coefficient directeur ou coefficient de proportionnalité entre UL et delta I sur delta T, ce n'est autre que le coefficient d'auto-induction de la bobine. D'où on peut écrire UL égale L delta I sur delta T. Et puisque delta I sur delta T, ça correspond également aussi à la dérivée du courant, eh bien, on obtient UL égale L dI sur dt. Et récapitulons, si on ajoute au résultat prouvé de notre expérience, on peut dire en conclusion, en convention récepteur, une bobine caractérisée par un coefficient de self-induction, une résistance interne, lorsqu'il est alimenté un courant variable, eh bien la tension entre ces bornes, il s'écrit RI, qui traduit le fait que la bobine se comporte comme un résistor de résistance R, plus LDI sur dt, qui traduit le fait que la bobine s'oppose à toute variation du courant, augmentation ou diminution du courant. Alors si vous êtes en courant continu, I est constant, d de I sur dt est nul, on retrouve le résultat, tension égale R fois I. Voilà donc, alors dans tous les exercices, on a, bien sûr on ne va pas démontrer, mais cette expression, et on peut l'appliquer directement dans les exercices. La tension au bord d'une bobine en convention récepteur s'écrit RI plus LDI sur dt. Voilà. Merci de votre attention.